nous avoir rejoints. On va vous emmener du côté de la Lune aujourd'hui, ce soir, avec un joli plateau. C'est une conférence en partenariat avec le Planétarium de la ville d'Épinal, mais aussi le Centre de recherche pétrographique et géochimique, le Centre national de recherche scientifique et l'Université de Lorraine. Et toute l'idée de cette table ronde, c'est de pouvoir confronter à la fois l'imaginaire des auteurs et des autrices qui sont présents, et puis les sciences. Alors pas forcément pour savoir si c'est crédible ou scientifiquement viable, parce qu'on imagine bien que des extraterrestres sur la Lune, comme chez Johan Elliott, a priori scientifiquement parlant, sauf si on va cacher quelque chose, c'est pas à l'ordre du jour, mais en tout cas qu'on ait une confrontation, une sorte de double vision sur notre table ronde. Alors tout d'abord, à votre droite, Natacha Bazder, agrégée de lettres modernes, docteur en littérature française, francophone et comparée, enseignante et chercheuse associée au laboratoire Claire de l'université de Bruno-Montaigne. Oui, pas mal de choses sur la présentation. Et puis surtout, diriger des ouvrages comme ces Français qui ont écrit demain, dirigé ou écrit Les carnets chronolytiques donc, de Michel Jory, ou bien encore Les lieux cachés de la science-fiction française francophone. Et puis anticiper la science-fiction en France et au Québec, avec en plus la vice-présidente du CERLI. Et puis on verra peut-être avec toi le côté historique de la science-fiction et de la Lune. Avec à ses côtés, Johan Elliott. Johan Elliott, vous le connaissez sans doute si vous êtes habitué aux Imaginales. C'est un local de l'étape qui habite dans le coin, avec notamment des livres comme Création Enigma, Conquérant, La Légion écarlate, on en a parlé il n'y a pas longtemps, Frankenstein 1918, et puis aussi La Lune seule le sait, avec pas mal de choses à dire de ce côté-là. On a la grande chance d'avoir Johanna Sinisa, je ne pourrais pas écorcher votre nom, qui nous vient de Finlande, avec des romans comme Jamais avant le coucher du soleil, ou bien encore, il y en a eu 7 autres, dont Oiseau de malheur, mais nous, on va essentiellement parler du Reich de la Lune. Vous vous souvenez peut-être du film Iron Sky. Eh bien, Iron Sky, ça vient du Reich de la Lune, avec des nazis qui sont cachés de l'autre côté de la Lune. On va pouvoir en parler. Et elle est accompagnée d'Anne-Colin Duterrail qui va pouvoir faire l'interprète. Voilà. Pour tout comprendre. Et puis à mes côtés, Jessica Flao, chercheuse CNRS au Centre de recherche pétrographique et géochimique. Est-ce que vous pouvez juste me dire ce que c'est les recherches pétrographiques ? La pétrographie, c'est plus la composition des roches, et la géochimie, on va chercher à essayer de comprendre un peu leurs composants primaires, élémentaires, et puis leur origine. C'est la géologie, globalement. Et vous travaillez sur les données renvoyées par les missions lunaires et Marseille, donc sur les sols peut-être plus, c'est ça, de la Lune et de Mars ? Sur l'information, l'évolution de la Lune et des autres planètes. D'accord, ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je vais poser une première question à notre historienne de la science-fiction sur place. Est-ce que la Lune est un sujet de prédilection pour les auteurs de science-fiction ? Oui, tout à fait. Et puis, avant les auteurs de science-fiction, les auteurs tout court, ça remonte d'ailleurs à l'Antiquité, avec Lucien de Samosate et l'histoire véritable. Alors, je vais les quelques références que je vais vous donner, au moins on va dire jusqu'à Jules Verne, parce que bon après on reviendra évidemment sur le sujet certainement, mais on va dire que ce sont des voyages dans la Lune qui sont un petit peu fantaisistes, un petit peu extravagants. Parce qu'en réalité, depuis l'Antiquité, en fait, les hommes pensent qu'ils pourraient aller dans la Lune très facilement, en se déplaçant, lorsque la Lune est plus proche. Vous savez, c'est des phénomènes évidemment naturels. Lorsque la Lune est plus proche, eh bien, on pense que si on la touche, on peut effectivement y aller. Donc, Lucien de Samosate propose donc les moyens pour aller sur la Lune durant l'Antiquité, et puis jusqu'à la Renaissance sont totalement fantaisistes. Donc, ça va être par exemple une tempête qui va les amener sur la Lune. Les sélénites sont des êtres parfois assez bizarres, qui par exemple poussent comme les arbres, ou ont des enfants dans leurs mollets. Vous voyez, donc c'est vraiment des images, c'est des extraterrestres, mais très, très extravagants. Et puis on va avoir le Roland Furieux, par exemple, de l'Arioste, donc au tout début du XVIe siècle, où là, eh bien,
Roland, donc le personnage évidemment que vous connaissez de la chanson de Roland, a perdu la raison et il va la chercher sur la Lune. Et Gustave Doré, par exemple, au 19e siècle, eh bien, va illustrer, alors de façon, vous avez ça sur Internet, hein, en tapant le Roland furieux de l'Arioste Doré, vous avez de magnifiques illustrations de Gustave Doré, vraiment des illustrations de science-fiction avant la lettre. Et puis, évidemment, il faut citer, par exemple, Cyrano de Bergerac, hein, au tout début donc, du XVIIe siècle, avec État et Empire de la Lune, où là, eh bien, on va dans la Lune avec des moyens, là aussi, un petit peu extravagants, mais un peu moins quand même, parce qu'à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, eh bien, la science s'en mêle et on essaie quand même d'avoir des moyens un petit peu rationnels, donc d'aller dans la Lune. Et puis, il y a une autre référence qui est tout à fait intéressante aussi sur ces voyages dans la Lune un peu fantaisistes, c'est bien évidemment le baron de Munchausen, donc qui était, alors en faisant des recherches sur le sujet, eh bien le baron de Munchausen a réellement existé. Évidemment, hein, il n'est pas allé sur la Lune, voilà, dans un boulet de canon, sur un boulet de canon, mais c'était un personnage tout à fait extravagant, mais historique, qui a existé, et donc on a repris à partir du personnage historique, on en a fait donc un personnage de fiction, bon, un petit peu quand même à la façon de Voltaire et de son Candide, voilà, on est sur du conte philosophique, on est plutôt dans la veine donc de Gulliver et de Swift, mais ça reste quand même intéressant. Et puis après, alors je passe très vite, hein, mais après évidemment au 19e siècle, je pense que les deux grands références, c'est bien sûr Jules Verne et son voyage autour de la Lune, hein, ça c'est... Et puis là, évidemment, la science là est très importante, puisque Jules Verne essaie quand même de réfléchir à un moyen d'aller sur la Lune plausible, donc bien sûr avec une fusée, alors qui ressemble plus à, pas un boulet de canon, on va dire, mais à un obus qu'autre chose, avec un intérieur très 19e siècle, donc finalement c'est complètement invraisemblable. Et puis l'autre, je pense, avant de passer à la science-fiction proprement dite du XXe siècle, parce que bon, on la connaît un petit peu mieux évidemment, on va avoir donc le voyage dans la Lune de Méliès, considéré, donc 1902, qui est considéré comme le premier film de science-fiction proprement dit, mais c'est encore une lune assez fantaisiste. Tout ça, vous le trouvez, donc c'est tombé dans le domaine public, et si vous ne l'avez jamais vu, il faut regarder ce petit film parce qu'il a été restauré. C'est une merveille de fantaisie. Mais plus on va aller vers le voyage dans la Lune, le vrai 1969, et plus en fait la science-fiction va se désintéresser de la Lune, elle va s'intéresser à Mars, elle va s'intéresser à d'autres voyages spatiaux, mais la Lune beaucoup moins, parce que la Lune va devenir accessible. Oui, c'est-à-dire que plus on la connaît, plus on la touche scientifiquement, et voilà, plus l'imaginaire va ailleurs. Exactement, et l'imaginaire, à partir des années 50, où là vraiment on commence à avoir des projets, les Américains ont des projets très sérieux justement pour aller sur la Lune, hein, puisqu'ils iront quasiment, donc, enfin 19 ans plus tard, eh bien on va avoir Bradbury, ses chroniques martiennes, et puis tout un imaginaire martien qui va se développer, vous voyez, donc plus on se rapproche de la réalité, et au cinéma, c'est la période où on va avoir des films assez parodiques d'ailleurs sur le voyage dans les années 60-70. Et puis intéressant quand même, c'est que les derniers films de science-fiction sur la Lune, on a par exemple Moon, mais qui est une histoire de clone, en 2009, eh bien ce sont quasiment des films d'horreur. C'est-à-dire que la Lune, dans le cinéma contemporain, n'est plus un objet de rêve, mais un objet de terreur. Voilà. Johanna Sinisalo, pourquoi avoir choisi la Lune pour mettre vos nazis qui attendent leur revanche? No ensinnäkin voisin kertoa, että tämä ajatus natsista kuussa ei ole minun omani. Oui, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait, cette idée de nazi dans la Lune, ce n'est pas mon idée à moi. Tämä elokuva Iron Sky, johon tämä kirja perustuu, niin mä olen ollut niin kuin mukana sitä käsikirjoittamassa, mutta tämä idea tosiaankin tuli tältä elokuvan tekijätyöryhmältä. Oui, donc en fait, ça vient du film Iron Sky. J'ai participé au scénario, mais en fait, l'idée même des nazis sur la Lune était une idée du reste de l'équipe. Mä kirjoitin sitten kymmeniä, voisin sanoa melkein satoja versioita tästä käsikirjoituksesta, niin minulle tietenkin jäi hyvin paljon käsiini elokuvassa käyttämätöntä materiaalia. Oui, donc
j'ai écrit et réécrit le scénario du film une dizaine ou même une bonne centaine de fois. Et donc il est évident qu'il m'est resté énormément de matériaux bruts qui n'étaient pas utilisés finalement dans le film. Mun saksalainen kustantajani pyysi minua jo silloin sen ensimmäisen Ion Sky-elokuvan ollessa ajankohtainen, niin tällaista niin kuin kirjaversiota elokuvasta. Et donc au moment de la sortie du film déjà, mon éditeur allemand m'a demandé si je pouvais faire une version écrite, romancée du film. Silloin en halunnut sitä tehdä, mutta nyt kun elokuvasta tuli sitten jatko-osa, niin silloin saksalainen kustantaja pyysi sitä uudelleen ja päätin sitten kirjoittaa tämän. Et à l'époque, j'avais refusé, ça ne m'intéressait pas. Et là, récemment, il y a donc eu une suite d'Iron Sky. Et là, l'éditeur allemand a reposé la question. Et cette fois-ci, je me suis décidée. Ja lopulta huomasin, että sitä oli erittäin hauskaa kirjoittaa, koska saatoin luoda sille elokuvalle ikään kuin sellaisen taustan, mitä elokuvassa ei koskaan nähdä. Et finalement, j'ai trouvé cette écriture extrêmement séduisante et agréable, parce que ça m'a permis de créer, en dehors du film, tout un contexte qui n'est pas visible dans le film. Ja myöskin samalla jouduin ikään kuin luomaan tällaisen toimivan siirtokunnan kuuhun. Et du coup, j'ai été obligée aussi de créer une communauté fonctionnelle sur la Lune. Eli kirjasta voi lukea, että miten nämä natsit siellä kuussa sitten elivät, sitä omaa arkeaan, mitä he söivät ja minkälaisia tapoja ja tottumuksia heillä oli. Et donc, dans le livre, le lecteur découvrira comment fonctionne la communauté nazie sur la Lune, comment ils sont organisés, ce qu'ils mangent, quel est leur quotidien et tout le reste. Ja musta oli erittäin kiehtovaa yrittää soveltaa kuun olosuhteita sitten tällaisen niin kuin siirtokunnan perustamiseen aivan kuupölystä ja pienemmästä painovoimasta lähtien. Et donc j'ai trouvé très amusant en fait de créer cette communauté à partir de zéro, mais en tenant compte quand même de certaines contraintes comme la poussière lunaire, la faible pression lunaire et toutes sortes d'éléments réalistes quand même. Mitä raaka-aineita heillä oli käytettävissä, mistä he saivat vettä ja niin edespäin. Et les matières premières disponibles, la façon d'obtenir de l'eau.